Imam Ahmad Makta Kanté, bonsoir. Depuis le 7 octobre, suite à une attaque du Hamas, Israël a engagé une guerre que la plupart trouvent disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. Alors, dans ce contexte, on a vu beaucoup de soutien de la part de beaucoup de gens dans le monde, y compris dans les pays occidentaux qui en général sont pro-Israël, manifestés dans des universités un peu partout. Alors, ici au Sénégal, est-ce que vous pensez que les Gazaouis ont eu le soutien qu'il faut? Alors, je voudrais commencer par saluer toute l'équipe de Africa Global TV. C'est une question vraiment triste. C'est l'une des questions, il me semble, les plus tristes, les plus mal gérées par la communauté internationale. Gaza, on peut dire que c'est une ville martyre depuis 70 ans, on peut dire. Je ne sais pas quelle est la personnalité européenne qui disait que Gaza c'est une prison à ciel ouvert. Voilà, c'est la plus grande prison à ciel ouvert. Tout est bloqué à Gaza, on ne peut rien faire. Voilà, et maintenant, tout ce que les Gazaouis vont faire, je ne dis pas que tout peut être justifié, mais tout peut être compris, tellement ils sont traités pour moins que rien. Hein? Alors, maintenant, effectivement, avec l'attaque de Hamas le 7 octobre contre effectivement Israël, on peut dire aussi que c'était une attaque meurtrière, très grave, il faut le reconnaître aussi. Mais le problème c'est que Israël attaque la Palestine tous les jours en confisquant les terres des Palestiniens, en annexant les terres des Palestiniens, en rendant impossible la solution aux deux États, en ne respectant pas toutes ces dizaines de résolutions à l'ONU, n'est-ce pas, contre Israël, etc., etc. Et même si vous voyez les attaques ont touché des touristes, des gens venus de l'Europe, des États-Unis, etc., qui faisaient la fête à quelques mètres, vous voyez, des habitations, des Gazaouis, etc., et qui étaient protégés par l'armée israélienne. Donc vous voyez, alors, maintenant c'est vrai, cette fois-ci on peut saluer quand même, non pas la communauté internationale, qui est la communauté, on peut dire, des États, n'est-ce pas? Mais là, on peut saluer beaucoup plus une certaine prise de conscience humaniste, et de compassion aussi, de beaucoup de gens, comme vous l'avez dit, en Europe, surtout. On a même vu dans des universités des étudiants se mobiliser, etc., etc. Mais effectivement, par contre, dans les pays arabes et musulmans, il n'y a pas eu ces grandes mobilisations. Et au Sénégal aussi, qui détient le statut de président de Al-Quds, le comité de défense de la Palestine depuis des années, depuis Senghor, que je crois. Il n'y a pas eu de grande mobilisation. Il y en a eu il y a quelques années, j'ai même participé à beaucoup d'entre elles. Mais voilà, et il y a quelques jours quand même, il y a eu une manifestation assez intéressante de ce point de vue-là. Mais bien sûr que c'est peu, mais on ne peut pas toujours négliger ça, on peut toujours considérer que c'est intéressant, mais bien sûr qu'on peut et qu'il faut faire beaucoup plus. Alors, l'actuel président du Sénégal, Diomaye Faye, a récemment réaffirmé la solution à deux États lors de la dernière conférence de l'OCI qui s'est tenue ici à Banjul. Est-ce que le Sénégal peut faire plus? Vous voyez par exemple la réunion de l'OCI qui s'est tenue à Banjul, c'est passé presque inaperçu. Alors que ça devait être vraiment une réunion extrêmement importante où l'ordre du jour clé devait être la question de la Palestine, parce qu'au moins ça devait être l'occasion, voilà, d'en parler. Mais ça montre bien que tout est bloqué au niveau de l'OCI, c'est des réunions de formalité pour respecter un agenda, mais il n'y a rien eu de nouveau, rien de vraiment intéressant. Donc, même le président Diomaye Diakhar Diouf Faye, quand il rappelle la solution à deux États, mais la vérité, c'est que de plus en plus, cette solution à deux États est impossible sur le terrain. De plus en plus, il faut regarder la carte que Erdogan avait montrée, voilà, avec la colonisation, mais il reste quelques poches de territoire, n'est-ce pas, qu'on peut appeler encore la terre palestinienne. Et d'ailleurs, Jérusalem aussi est maintenant annexé avec la reconnaissance en 2017, je crois, quand Trump reconnaît officiellement au nom des États-Unis Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël, ben, ça veut dire que maintenant Israël a
la souveraineté sur Jérusalem. Et que même cette partie de Jérusalem-Est, qu'on considérait dans les résolutions internationales comme qui pourrait être la capitale de la Palestine, est aujourd'hui sous le ressort, n'est-ce pas, de l'État d'Israël. Je ne sais pas, est-ce que les gens se rendent compte de ça? Et ce qui fait que de plus en plus, cette solution, c'est facile de continuer à dire cette solution à 2 États, mais toutes les secondes que Dieu fait, Israël rend impossible la solution à 2 États. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, ça ne m'a jamais intéressé de parler d'autre chose que 2 États, mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu des réflexions où les gens commencent à dire, mais finalement, peut-être qu'il faut penser à un État multi-racial et confessionnel. Maintenant, comment gérer ça? Mais 2 États encore comme ça, Ça va être complexe. ça va être extrêmement complexe, surtout qu'il y a des réfugiés palestiniens en Palestine et dont on demande le retour. Comment tout ça va s'organiser? Est-ce qu'Israël peut lâcher encore toutes ces grandes parties du territoire qu'il a annexées? Donc la solution à 2 États devient extrêmement problématique. Alors pour revenir à la Oumma islamique qui contient quand même des pays importants comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Indonésie et beaucoup d'autres pays dans le monde. L'Iran, la Turquie. Oui, l'Iran, la Turquie, justement. Voilà, on se demande, ils n'ont pas ils n'ont pas une diplomatie ou c'est quoi? Parce que sur la scène internationale, ce sont les Occidentaux là qu'on voit et la plupart du temps sont pro-israéliens, les États-Unis, la France et autres. Où est la diplomatie de l'OCI? Elle est morte, elle est agonisante. Tout simplement, je pense que quand j'y réfléchis, je vois 3 fractures qui expliquent, n'est-ce pas, la faiblesse, ou bien même l'inexistence, ou bien l'invisibilité de la diplomatie de l'OCI. 3 fractures. La première fracture, je l'appelle la fracture nationaliste. C'est que de plus en plus, ce qui faisait la force de l'OCI, c'est-à-dire la transnationalité, c'est une forme de pan-islamisme. Oui. C'est le roi Faisal qui a proposé l'OCI pour dire que nos pays doivent transcender les nationalités pour avoir une vision mondiale en tant qu'Oumma et donc définir des objectifs stratégiques, etc. Au départ, c'était un peu ça. Mais très rapidement, l'OCI est rattrapé par le nationalisme arabe, le nationalisme turc, le nationalisme iranien, etc. Et donc, nous autres Africains, on ne nous compte même pas. Voilà, justement, bien sûr. Ben, les Africains ne peuvent rien faire parce que dans une réunion de l'OCI où l'Iran n'est pas d'accord avec l'Égypte et l'Égypte n'est pas d'accord avec la Turquie, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que les pays africains peuvent faire? Et en plus, il y a même le courant africaniste, panafricaniste, qui considère même que les pays africains noirs n'ont rien à faire. Moi, j'ai vu sur ma page Facebook et d'autres, des gens qui ont fait le commentaire, voilà, ces noirs asservis aux Arabes là, il y a d'autres problèmes ici, ils n'en parlent pas, ils vont aller faire une manifestation pour la Palestine. Bon, mais donc il y a la fracture nationaliste. C'est une chose extrêmement importante. Par exemple, pour l'illustrer, il faut voir actuellement la démarche du roi Ben Slimane. C'est une démarche nationaliste. C'est une démarche. Voilà, c'est le premier prince qui est le moins islamisant, le moins pan-islamiste. C'est un nationaliste arabe. Il dit qu'il faut restaurer l'honneur arabe, etc. Donc voilà. Voilà. Et d'ailleurs, moi j'en sais quelque chose, par exemple, toutes les aides par exemple, qui venaient de l'Arabie Saoudite vers les pays musulmans en termes de solidarité musulmane, il les a arrêtés sous prétexte que ça sert au terrorisme islamique. Donc la fracture nationaliste. La deuxième fracture, c'est la fracture que je vais appeler religieuse, qui n'est pas négligeable. C'est la fracture chiite-sunnite. Okay. Aujourd'hui, l'Iran n'accepte pas justement certains choix de l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, et même l'Égypte aussi, qui se considère presque comme avec Azhar, l'université Azhar, comme étant la tête pensante du sunnisme. Alors que l'Arabie Saoudite considère que non, c'est elle, le territoire où il y a les 2 lieux saints, etc. Donc, maintenant, sur l'Iran qui est chiite et qui a une influence extrêmement importante sur le plan géopolitique au Yémen, au Liban, en Irak, et même dans les pays arabes, par exemple au Bahreïn, les chiites sont majoritaires, même si le pouvoir est entre les mains d'une famille royale sunnite. Donc ça peut basculer d'un moment à l'autre. Il y a eu des manifestations, etc. Donc ça aussi, ce n'est pas négligé. Rassembler tout ça et avoir une unité, ce n'est pas évident. La troisième fracture que j'ai vue, c'est ce que j'appelle la fracture domestique, c'est-à-dire à l'intérieur même des pays. Je donne un exemple. Qu'est-ce que la Syrie peut faire actuellement contre Israël avec ses problèmes intérieurs? Qu'est-ce que la Libye peut faire? Qu'est-ce que le Soudan peut faire? Qu'est-ce que l'Égypte peut faire actuellement?
Donc chaque pays a des problèmes domestiques, n'est-ce pas, qui lui montent à la tête, n'est-ce pas? Et on a vu le Maroc par exemple, avec son Sahara occidental, il a signé un accord avec Israël, tout simplement parce qu'Israël va reconnaître le Sahara occidental. Voilà un problème domestique. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois fractures-là? Je ne vois pas une baguette magique qui va régler ça, et pour que maintenant justement l'OCI soit vraiment un pivot, une clé de voûte face à la menace israélienne en particulier, et face aussi aux puissances européennes et aux États-Unis. Autant sur le plan géographique, démographique également, c'est vraiment une grande organisation. Je pense que s'il y avait une certaine entente, ils auraient pu peser sur les décisions au sein même des Nations Unies. Oui, sur toutes les décisions du monde. Oui. Et sur toutes les grandes questions, ils auraient pu peser. Surtout que, par exemple, la plupart de ces pays-là sont des pays pétroliers, ou bien des pays gaziers, etc. Mais, voilà, c'est un exemple, qui montre comment il peut y avoir une déconnexion entre la puissance démographique, avec des ressources naturelles, etc. Mais, en l'absence d'une gouvernance unitaire, n'est-ce pas, on voit que ces pays-là ne peuvent rien faire de leur puissance démographique, de leur vaste territoire et de leur vaste ressources naturelles. Parce qu'il n'y a pas, sur les questions de l'islam, qui peut les unifier et en faire une force diplomatique internationale face à l'Union européenne, face à la Chine, la Russie, les États-Unis, etc. Alors, il y a quelques jours seulement, quelques pays européens, je crois l'Espagne, la Norvège et l'Islande, je crois, ont reconnu la Palestine. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence pour l'État de la Palestine? C'est un soutien diplomatique. Ouais. C'est important quand même, parce que c'est la première fois. Et c'est très important, c'est un camouflet aussi aux États-Unis, parce que quand même, les États-Unis ont reconnu maintenant Israël, je veux dire Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et donc s'il y a des pays européens qui reconnaissent la Palestine, c'est une façon de dire qu'en même temps, nous ne reconnaissons pas que tout Jérusalem est sous la souveraineté d'Israël. Parce que Jérusalem-Est est sous la souveraineté de la Palestine, selon les résolutions de l'ONU depuis 1948. Donc ça, c'est un camouflet, et c'est intéressant, et ça peut inspirer aussi d'autres pays. Souhaitons que ça impulse une dynamique vers une reconnaissance de beaucoup d'autres pays. Et il y a certains pays aussi de l'Amérique latine qui l'ont fait. Je pense la Bolivie, je pense peut-être le Venezuela, Brésil aussi, je pense que là, il est très pro-palestinien. Oui, oui. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui a pris, il n'y a pas longtemps, qui a demandé au Conseil de sécurité de condamner. Donc, espérons que ça fasse effet de boule de neige. Mais sinon, je vous dis une chose, je suis très pessimiste sur une solution qui viendrait du côté de l'OCI. Ah oui. Ça c'est clair. Comme je l'ai dit, avec les trois fractures là, c'est pas demain qu'on va régler ça. Donc maintenant, si par contre il y a une dynamique partout dans le monde, ils seront obligés, l'OCI sera obligé de dire mais quand même, il faut que nous aussi on pèse plus sur cette question-là. On ne les entend même pas, on n'entend pas des prises de parole de leaders de cette organisation. Mais quelque part, moi je me dis que bon, peut-être que c'est vrai, comme je ne lis pas ou bien je ne regarde pas la presse arabe ou arabophone, c'est peut-être que vous... Les populations sont mobilisées, voilà. Mais il n'y a pas de voix politique forte. Hein. Et regarde par exemple l'Égypte qui ferme lui-même la frontière avec Gaza et qui laisse étouffer les Gazaouis. Tout simplement parce que l'Égypte a des considérations géopolitiques. L'Égypte est en accord avec Israël. Regardez les accords d'Abraham, signés par Trump avec les pays du Golfe, sauf l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ces pays-là vont dire? Ils ont signé un accord sur le dos des Palestiniens. Comment pouvez-vous signer un accord sur la question de la Palestine alors que le peuple palestinien n'est pas impliqué dans l'accord? Donc ils signent l'accord au nom de qui? Et actuellement, ils sont en train de faire beaucoup, comment je vais dire ça, d'activités ensemble avec Israël. Des activités militaires, diplomatiques, commerciales, sportives, etc. Donc, vous voyez comment c'est plié de ce côté. C'est pourquoi ça explique encore mon pessimisme. Et même l'Arabie Saoudite.
vous savez que l'attaque de Hamas du 7 octobre, pour moi, personne ne l'a interprété. Pourquoi brusquement le Hamas a attaqué, et cette attaque d'une telle envergure? Oui. Parce qu'en fait, à un moment donné, le roi Ben Slimane, le prince Ben Slimane, a dit en l'espace d'une semaine, il a dit en jubilant que nous sommes très proches d'un accord avec Israël. Il l'a dit. Une semaine après, c'était le sommet de l'ONU. Il est parti à l'ONU, il a encore dit nous sommes proches, très proches, de signer un accord avec Israël. C'est quelques jours après que Hamas a attaqué. Et après, moi, j'ai lu quelque part que, en fait, l'Arabie Saoudite voulait signer un accord avec Israël et reconnaître le Jérusalem comme capitale d'Israël et même accepter que Masjid al-Aqsa, la mosquée Aqsa, etc., puisse être enlevé et que le troisième temple soit reconstruit par les courants religieux juifs qui le réclament depuis des années. Donc, vous voyez, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Donc, tout ça devait se faire sur le dos des Gazaouis. Voilà, des Palestiniens en général et des Gazaouis. Oui, et aussi l'autorité palestinienne officielle, c'est pas Gaza, c'est l'autorité avec Mahmoud Abbas. Ces gens-là aussi, vous voyez, leur position, c'est pas clair. On ne sait jamais qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Il n'y a que Gaza, en fait, qui résiste actuellement en Palestine. Sinon, l'autorité palestinienne qui est reconnue sur le plan international, c'est pas Gaza, hein, c'est pas le Hamas. Le Hamas, c'est un parti politique, c'est une province. Mahmoud Abbas, c'est lui qui est l'autorité palestinienne. Mais Mahmoud Abbas, c'est le statu quo. On ne l'entend jamais jusqu'à ce que les Israéliens fassent une attaque. Ils sortent pour pleurnicher. Et ils ne s'entendent pas avec Gaza parce que Gaza est contrôlé quelque part aussi par Hamas, qui est aussi une ramification des frères musulmans d'Égypte. Et les frères musulmans d'Égypte, vous voyez ce que Sisi a fait des frères musulmans d'Égypte. C'est interdit, il en a massacré beaucoup. Tout ça, c'est compliqué. Quand je parle de fracture domestique, tout ça là, voilà. Merci, Imam, pour cette lecture. Alors.